Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée cette semaine ici dans le Lot, dans le sud-ouest de la France. Alors, vous allez voir, dans cette émission, on va vous montrer des pistes de diversification. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Mais c'est pas qu'on dirait que cet épisode de Power Boost est plein comme un œuf. En effet, dans cette émission, on fait le point sur le marché des agroéquipements en cette période pour le moins perturbée, puis on se la joue Jurassic Park puisque nous avons rendu visite à un éleveur d'auroch. Je vous jure sur ma tête que ce n'est pas une fake news. Sans oublier un détour par Milan pour le début du Tractor of the Year 2023, admirez l'accent anglais, une rencontre avec Bertrand Sutre, gérant de Biovitis, et enfin une question qui tue qui pourrait vous prendre par surprise. Un vrai marathon par cette chaleur assommante, mais on y va après une dose de news. Enjoy! La sécheresse fait déjà des dégâts sur les premières récoltes avec des premières tendances de rendement décevantes sur l'orge. Sans compter que plusieurs exploitations céréalières ont connu cette semaine de violents incendies lors des récoltes en Isère, en Dordogne et en Vienne. Avec les températures qui risquent encore d'augmenter, l'inquiétude monte aussi pour la récolte de blé. Du 4 au 7 octobre 2022, le salon de l'élevage est de retour comme chaque année à Clermont-Ferrand. Cette édition est placée sous le signe de l'installation et de la transmission. Power Boost sera de nouveau présent avec un plateau TV en plein cœur du salon pour vous faire vivre quotidiennement en direct et en replay cette vitrine de l'élevage français. Alors, comment se portent les fabricants du secteur de l'agroéquipement français sur le premier semestre 2022 ? Premier constat, la situation est contrastée selon les familles de produits. Par exemple, les tracteurs ont connu une forte hausse des nouvelles immatriculations, entre 10 et 20%, alors qu'à l'inverse, les fabricants de matériel de fenaison ou de chargeurs télescopiques voient leur carnet de commandes être très impacté. De même, la demande reste bien orientée dans les grandes cultures et la viticulture, mais diminue dans toutes les autres filières agricoles. Dans l'ensemble, le marché des agroéquipements est en hausse de 13% au premier trimestre, porté par l'effet valeur de l'augmentation des prix. Mais des soucis perdurent. Selon Axema qui a publié l'enquête, 7 fabricants sur 10 constatent une baisse de leur taux de marge depuis le début de l'année. Les cours des matières premières et les prix des métaux ont ainsi plus que doublé par rapport à 2019 et 2020. Les difficultés d'approvisionnement sont elles aussi plus fortes que jamais. Près d'une entreprise sur deux a même dû stopper sa production au moins une fois le mois dernier. Les délais de livraison se sont stabilisés, mais accusent un déficit de plus de 11 semaines par rapport à la situation normale. Alors, quelles sont les projections pour la fin de l'année ? Le scénario le plus optimiste prévoit une croissance du marché de 15%, mais de grandes incertitudes perdurent pour 2023. On vous montre souvent des pistes de diversification, vous allez voir, celle-là est étonnante. Alors c'est vrai que quand on parle de transition, on a peut-être envie d'aller fouiller au maximum ce qu'est la notion de résilience dans l'élevage. Je suis en compagnie de Dominique Malavergne. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Paul. Alors Dominique, je te connais bien. Alors c'est vrai que toi, tu as une activité, mais en parallèle, tu élèves donc des aurochs. Raconte-moi un peu. Écoute, moi j'ai toujours voulu faire de l'élevage, mais je cherchais un animal qui me demande pas trop de temps pour pouvoir avoir une activité à côté. Et voilà, il se trouve que par hasard, en fait, j'ai élevé des aurochs à Rambouillet pour l'entretien de l'espace, en fait, un programme expérimental à l'époque. Et puis voilà, je suis un peu tombé amoureux de l'auroch et ensuite j'ai voulu créer mon propre troupeau en 1997. Aujourd'hui, tu as combien d'animaux ? Une quarantaine, 10 vaches et puis toute la suite, donc une quarantaine d'animaux au total. Sur quelle surface ? Sur 65 hectares. D'accord. Et justement, tu commercialises donc la viande ? Tout en vente directe, en viande fraîche, et puis de plus en plus en produits transformés, sur plats cuisinés, mais surtout charcuterie, viande séchée, saucisson d'auroch. D'accord, tu travailles avec ton épouse là-dessus, ça veut dire que ça lui fait un plein temps à elle, et toi ça te prend combien de temps ? Alors moi ça me prend, on va dire, 3 demi-journées par semaine. Mon épouse, elle, c'est son activité principale, surtout la vente, les marchés, on a une boutique de producteurs aussi, donc
et puis la transformation. Il y a un véritable marché, ça rémunère suffisamment? Alors voilà, il faut créer son marché petit à petit. On est en bio, donc on est sur le marché de la bio, et puis le local, avec cette boutique à s'insérer. Alors c'est vrai que c'est un élevage super résilient. Alors voilà, ma philosophie de l'élevage, c'est que je prélève ce que le milieu permet. Je fais un peu de la cueillette de viande. C'est-à-dire qu'ici on est sur du COS, COS du Quercy, peu de terre, peu de prairies, des parcours, des bois. Donc c'est pas très riche, mais finalement par rapport à la fréquence des sécheresses, ça nous permet en fait d'amortir un peu ces épisodes difficiles. Les animaux se débrouillent dans les bois. Il faut peu de chargement, hein, on est à 0,35 UGB par hectare. Mais voilà, dans ces conditions-là, les animaux, ma foi, passent ces épisodes difficiles sans problème. Été comme hiver? Été comme hiver, hein, pas de Ils ne bâtiment. rentrent pas, ils n'aiment pas d'ailleurs les bâtiments. Non, ça ne leur convient pas du tout. C'est un animal qui aime l'espace, il lui faut de l'espace. Et non, on ne peut pas les maintenir en bâtiment. Tu leur donnes de quoi à manger? Alors un peu de foin l'hiver. Voilà, on donne du foin à peu près du mois de décembre au mois d'avril, quoi. Et ici, on est dans des cosses où il y a relativement peu d'herbe quand même, puisqu'on a des sols superficiels. Alors, peu d'herbe, surtout pendant les périodes de sécheresse, mais voilà, de la feuille, des ligneux, et ça leur convient bien. Côté frais vétérinaires? 0. Ça veut dire que tu n'es pas copain avec les vétos, là? Par les prophylaxies, prise de sang, mais pas de produits vétérinaires. Pas d'aliments, et le foin, on le produit sur la ferme. C'est intéressant parce que tu développes un peu cette notion de cueillette, en fait, comme pour l'élevage. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le système de production, on pourrait développer ce type d'élevage en France? Alors, ce n'est pas un modèle qu'on peut forcément multiplier parce que il faut de l'espace, hein. Avec peu d'animaux, il nous faut beaucoup d'espace. En revanche, en termes d'autonomie, on ne peut pas faire beaucoup mieux, quoi, hein. Et en termes de résilience, je pense que c'est intéressant. Voilà, on peut s'en inspirer, modèle certainement pas, multiplier sûrement pas. Mais voilà, s'en inspirer pour nos méthodes d'élevage, sûrement, oui, j'espère, oui. Dominique, si tu veux bien, est-ce que tu veux nous dire la marge? Parce qu'au final, c'est quand même assez rentable. Écoute, si on prend à la vache allaitante, hein, on avait calculé il y a quelque temps, la marge brute dégagée avec notre système, par vache allaitante, c'est la même que les meilleurs systèmes naisseurs-engraisseurs limousins. Voilà, ça interroge quand même. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de transition, d'évolution vers d'autres systèmes. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on pourrait justement remettre en cause la génétique pour revenir à des systèmes beaucoup plus rustiques? La génétique, le système, l'adéquation au milieu, remettre l'animal en symbiose avec son environnement, c'est essentiel et ça se traduit économiquement, c'est très spectaculaire, hein. Et est-ce que c'est une filière qui est structurée ou pas du tout? Alors, c'est pas une filière parce qu'on est très peu nombreux en France. On est une petite dizaine d'éleveurs d'auroch, un petit peu plus en Allemagne. Donc il n'y a pas de filière, hein. C'est des initiatives individuelles. On essaie de travailler en commun au niveau de la génétique. Mais non, il n'y a pas de filière, on ne peut pas parler de filière. Bon. Et puis pour finir, c'est un animal qui a du caractère. C'est vrai que les clôtures, il faut bien les... Alors voilà, la clôture, être diplomate, prendre le temps de voir les besoins de l'animal et son comportement. Et on n'intervient que si on peut intervenir, il ne faut pas chercher à le forcer. Ça veut dire qu'on ne les attrape pas comme ça? Quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Merci beaucoup Dominique. Merci Jean-Paul. Vous savez, Power Boost représente la France dans le cadre du jury international du TOTI avec plus d'une vingtaine de pays européens représentés. Et cette semaine, il y avait les présentations des nouveaux modèles de tracteurs pour concourir pour la prochaine édition. Et justement, notre équipe était présente en Italie. Que le défi commence. C'est à Milan que le jury du Tractor of the Year 2023 s'est réuni cette semaine pour passer au peigne fin les propositions des différents constructeurs souhaitant participer à cette compétition sponsorisée par BKT. Pour rappel, ce jury est composé de 26 journalistes issus des 4 coins de l'Europe. Et je pense que vous connaissez bien celui qui représente la France. Chaque année, cette équipe décerne 4 prix. Celui du meilleur tracteur de l'année donc, du meilleur tracteur spécialisé, du meilleur tracteur utilitaire, mais également du tracteur le plus durable.
Cette première réunion milanaise avait pour but de définir la liste des tracteurs pouvant concourir. De nombreux représentants des différents constructeurs étaient sur place pour défendre leur bébé, de John Deere à Fendt en passant par Valtra, New Holland, Rigitrac, Landini et encore bien d'autres. À la fin du mois de juin, le jury aura délibéré sur la liste des candidats retenus et c'est en novembre à l'EIMA que les vainqueurs du concours se verront décerner leur trophée. Alors restez connectés car nous vous tiendrons bien entendu informés des nouvelles autour de cette compétition. À présent, on va mettre le cap sur Andernos, tout près du bassin d'Arcachon, et vous allez découvrir là-bas une entreprise vraiment étonnante. Je vous ai trouvé une boîte étonnante. Salut Bertrand. Bonjour. Alors Bertrand Sud, c'est vrai que vous avez créé une boîte qui s'appelle Biovitis. Qu'est-ce que vous proposez? En fait, on fabrique des préparations naturelles peu préoccupantes, c'est-à-dire en langage plus commun des tisanes à base de plantes pour traiter les plantes. Alors moi j'ai envie de dire, les gens qui nous regardent se disent mais ça marche ça? Ça marche bien, on développe, on expérimente, ça progresse. On n'est pas encore à la performance des pesticides, mais on s'en approche récemment. Donc on a bon espoir et il y a des perspectives de développement importantes. Bertrand, je te connais depuis longtemps. C'est vrai que tu conseilles des grands châteaux du Bordelais. Il y a beaucoup d'argent investi dans la récolte. Et justement, proposer des solutions comme ça, il faut vraiment qu'on soit sûr du résultat. On les appelle, c'est vrai, officiellement des préparations naturelles peu préoccupantes. On parle aussi de tisane. Le terme reste sans doute à définir. En tout cas, on pratique ce qu'on appelle la phytothérapie. Et ça, c'est vrai que ça parle plus au plus grand nombre. Sauf que c'est une phytothérapie pour les plantes. Alors c'est vrai que quand on est à la tête d'un grand château du Bordelais, qu'on s'engage dans cette démarche, quand on sait le chiffre d'affaires qui est investi dans la récolte, il y a une prise de risque, mais au final, pas tant que ça. Aujourd'hui, on n'est pas en solution de remplacement total des pesticides, ce qui veut dire qu'on vient en appui pour réduire les doses. On a des solutions qui pourraient venir dans le futur et qui permettraient de s'affranchir des pesticides. On n'y est pas encore. Sur le terrain, nous proposons une réduction des doses et cette réduction au travers de nos solutions qui apportent aussi d'autres éléments sur la physiologie notamment. Alors je sais que tu es issu du monde de l'expérimentation, alors justement savoir quelles plantes choisir, comment les associer, comment les appliquer, tout ça, ça vient de ton passé d'expérimentateur? Oui, alors c'est vrai qu'au départ on a expérimenté avant de choisir les plantes qu'on développe aujourd'hui. Donc on a comparé, on a expérimenté sur les maladies, mais pas que, sur également les insectes, sur la physiologie, donc la coulure, sur la maturité, sur le comportement du végétal. Et donc aujourd'hui, on a fait un screening important au départ pour avoir les meilleures plantes retenues dans nos compositions. Bertrand, en tout cas, félicitations parce que j'ai visité justement votre entreprise et j'ai vraiment été séduit par votre concept. Merci, on fait tout ce qu'on peut et on a une équipe formidable. Merci Bertrand et félicitations. Merci à toi Jean-Paul. Voilà, cette émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour avec de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi, profitez-en pour vous abonner à notre page Instagram. Alors pour ceux qui ont déjà débuté les moissons, bien sûr, bonne moisson. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine.